ne vais pas conclure, je ne vais pas refermer le débat, bien entendu. Je ne suis pas particulièrement compétent, une expérience qui justifierait que je sois très long. Je voulais simplement vous dire que le Paris du Vivre Ensemble, comme Serge l'a rappelé tout à l'heure, ça existe depuis une dizaine d'années. Nous avons commencé en 2006, à l'occasion du 21 mars, Journée internationale de lutte contre les discriminations. Nous avons lancé une première opération en 2006. Il se trouve que nous sommes le 22, 11 ans plus tard, 22 mars. Bon, on a une journée de retard, de toute façon on peut y consacrer toute la semaine. Et je pense que là, il y a une dimension de la question qui a été traitée aujourd'hui, qui a été laissée un petit peu de côté, mais je vais y revenir dans un instant. Donc, ça fait 11 ans qu'on est sur ce bateau, on a souvent été découragés, on est parfois un petit peu fatigués, et on est quand même toujours là. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous êtes là. C'est-à-dire qu'il y a encore du monde pour venir partager, discuter. Alors, évidemment, ça a été un peu agité. Mais ça aurait été bien dommage que ça ne le soit pas. Ça, c'est la tradition du Paris du Vivre Ensemble. C'est toujours agité. Et les débats sont toujours contradictoires, même si certains ont pu penser qu'on leur avait projeté un film de propagande. Ce n'était pas le cas, et de toute façon, ça n'a pas marché. Donc et je m'en réjouis, mais ce n'était pas du tout l'intention, et je ne l'ai pas vu moi comme cela non plus. Bon, alors, nous sommes toujours là, nous avons parlé de la question qui nous occupait aujourd'hui. Alors le titre était provocateur, on peut en discuter chacun des termes, de Rome, s'interroger sur Rome, sur en France, et pourquoi pas de France, ou partout. Bon. Et on peut bien sûr se poser la question de l'intégration, et il a été très clair ici, je pense pour tout le monde, que lorsque nous parlions d'intégration, nous ne parlions évidemment pas d'assimilation culturelle, d'application d'identité culturelle, c'est pas du tout notre sujet. Alors, ce que moi je retire de nos débats, c'est que nous n'avons pas toujours su de quoi nous parlions, plutôt nous avons parlé de beaucoup de choses qui ne se recouvrent pas forcément. De quoi parlions-nous? De Rome face aux non-Roms? Est-ce que nous parlions de nomades face à des sédentaires? De très pauvres face à d'autres qui sont mieux lotis? De gens qui vivent dans des bidonvilles face à d'autres qui vivent dans du dur? Je pense que ces problématiques se recouvrent, mais toujours partiellement, et qu'il faut être très attentif quand on les aborde. Alors, quelque chose qui n'a pas été évoqué, si ce n'est de manière un petit peu vers la fin, c'est la dimension culturelle. Je pense qu'elle est double. On a parlé, je vous ai dit que nous sommes au lendemain de la journée internationale de lutte contre les discriminations. Il y a une bataille culturelle à mener, c'est la déconstruction, et c'est possible, la réduction des représentations négatives qui dominent dans la société, on va dire, environnante, globale ou majoritaire. Donc il y a un problème il y a une véritable dimension de lutte culturelle, de lutte contre les discriminations et contre les représentations qui les justifient ou qui les induisent. En fait, elles font les deux. Et puis il y a d'autre part quelque chose de très important. Je pense qu'il ne suffit pas, ça a été rappelé vers la fin, d'aider concrètement, pragmatiquement, financièrement, de toutes les manières que vous voulez, socialement, les populations qui sont en difficulté, mais il y a aussi la nécessité d'une reconnaissance de la dimension culturelle. Enfin, ces gens-là sont aussi porteurs d'une culture, et il ne faudrait pas que, finalement, l'intégration qui contribue à une certaine invisibilisation entraîne dans son sillage une invisibilisation culturelle qui serait nuisible pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, je vais faire un peu de morale, excusez-moi, ça tourne aux crèches, mais c'est probablement ma formation qui m'y pousse. Donc je pense qu'il faut 3 choses, 4 en réalité. De l'intelligence, à savoir qu'il faut vraiment comprendre de quoi nous parlons et de qui nous parlons. De l'intelligence, il faut aussi de la patience. C'est une autre façon de dire qu'il faut de la ténacité dans l'action. Et ça, je pense que les élus actifs sur le terrain seront d'accord avec moi. Il faut de la patience, de la ténacité, et il faut de la volonté. Et la volonté, c'est malheureusement ce qui fait beaucoup de défaut à certains politiques. Alors, ce qui me semble le plus nécessaire, c'est que tout cela étant assuré, l'intelligence, la patience et la volonté, ce qu'il faut aussi, je pense, c'est construire les solutions ensemble, pas seulement pour les gens, mais avec eux. Et donc là, il y a une notion qui me paraît essentielle, c'est la co-responsabilité. J'ai entendu plusieurs fois parler
de conventions qui étaient signées, ou tout simplement de contrats, et je pense que ça c'est très intéressant, c'est fondamental, à savoir que nous ne sommes pas en train de faire la charité, nous voulons dialoguer avec les gens qui ont besoin de notre aide. Et donc, on est très loin de ce qui mine un petit peu le discours public dominant. D'une part, vous avez une instrumentalisation du problème par certains politiques, finalement, qui ne souhaitent qu'une chose, c'est que le problème ne soit pas résolu, parce que ça les aide sur le plan politique. Et il y a quand même quelques politiques qui, de temps en temps, expriment la volonté de résoudre le problème, de ne pas le résoudre seul, de le résoudre avec les gens. Alors évidemment, on a entendu ici, alors, ceux qui ne sont pas là, c'est ceux qui ne veulent rien faire et qui aiment bien que le problème dure et persiste. Là, ils ne sont pas là, c'est normal, ça ne les intéresse pas d'avancer. Il y avait des politiques qui ont tenté des expériences, et qui donc tentent des expériences qui ont leurs limites, et puis il y a des voies d'une critique radicale de ce qui est déjà mené. Je ne la juge pas inutile, au contraire, cette critique radicale. D'abord, elle est là pour énerver ceux qui ne font rien, et elle est là aussi pour aiguillonner, quand c'est nécessaire, et c'est toujours nécessaire, les politiques qui font des choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie d'être venus. Vous pourrez continuer à débattre dans le couloir.